Thierry de Montbrial, merci infiniment de nous recevoir à l'Institut français des relations internationales, dont vous êtes le fondateur et le président. L'un des événements majeurs de l'année 2023, c'est l'élargissement des BRICS. Quelle lecture géopolitique doit-on faire de cet élargissement? Événement important, oui. Majeur, non. Les BRICS ne sont pas un organisme décisionnaire et ne visent pas à l'être. Ils visent à être une organisation d'influence. Ce qui est important dans cet élargissement, c'est l'entrée de pays qui sont riches, c'est-à-dire de pays qui vont apporter de l'argent et qui vont donc pouvoir contribuer à ce bruit de fond, si vous voulez, qui, avec d'autres, contribue à façonner la réalité du monde actuel. Dans le jeu de Go en cours entre la Chine et les États-Unis, quels sont les mouvements que vous voyez pour la Chine dans la période à venir? La première chose, c'est que personne en dehors de la Chine ne comprend vraiment les mécanismes de décision. Cela est vrai au niveau de l'État dans son ensemble, cela est vrai au niveau des provinces, cela est vrai aussi au niveau des entreprises, ce qui est un point fondamental, évidemment, dans le développement des relations économiques internationales. La Chine a des ambitions affichées, devenir la première ou la première ex-aequo puissance du monde vers le milieu du siècle. Elle souhaite réintégrer Taïwan. Elle souhaite aussi absorber toute une série d'îles dans l'océan dans la mer de Chine méridionale et dans le monde dans son ensemble, etc., etc. Mais en même temps, elle rencontre de grandes difficultés. Elle rencontre de grandes difficultés à l'intérieur, ce qui est normal à cette phase de croissance, et elle se heurte de plus en plus à l'opposition des États-Unis. Et sur certaines grandes questions, comme la question de la guerre d'Ukraine, elle tire quelques avantages, mais en même temps, elle l'observe avec une certaine prudence. Donc tout cela va en faveur d'une évolution toujours affirmée, mais probablement assez prudente dans les mois et années qui viennent. L'un des principaux événements de l'année 2024, ce seront les élections présidentielles américaines, à un moment où la société américaine est complètement polarisée et fragmentée. Est-ce que ces élections représentent d'après vous un risque de stabilité pour les États-Unis? La fragilité des États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont jamais été aussi divisés depuis, je dirais presque la guerre de sécession, c'est un fait, qui restera d'ailleurs quel que soit le résultat des élections présidentielles en novembre prochain, dans un an. Le résultat des élections, évidemment, je ne peux pas vous l'annoncer, ce serait tiré au sort, mais disons que le retour de président Trump n'est pas exclu. Et chacun peut observer que plus il a des ennuis judiciaires et plus il les utilise à son avantage. Autrement dit, en novembre 2024, Trump se retrouvera soit président des États-Unis, soit en prison, pour simplifier les choses. Alors si effectivement Trump était réélu, cela aurait probablement des conséquences internationales considérables s'il ne change pas complètement de position par rapport à celle qu'il a eue dans le passé. Si Biden, s'il est toujours là, est élu, on aura probablement plus ou moins la suite de ce qu'on connaît, avec une croisade aussi démocratie contre pays autoritaire, contre autoritarisme, avec d'ailleurs beaucoup de nuances, comme toujours. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que les États-Unis s'inscriront dans une trajectoire plus isolationniste, quel que soit le résultat des élections de l'année prochaine? Alors, je crois qu'il faut être prudent à notre époque avec le mot isolationnisme. Parce que les États-Unis, la position des États-Unis telle qu'elle est, objectivement, interdit un isolationnisme complet, bien entendu. En revanche, ce que nous connaissons de l'histoire des États-Unis, même au XXe siècle, c'est que les États-Unis sont faciles à s'emballer dans une intervention, comme en Afghanistan, et puis ça finit toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ça devient plus compliqué, les objectifs ne sont pas atteints, ça coûte de plus en plus cher, la lassitude s'empare,
Et à ce moment-là, les États-Unis se retirent. Je ne peux pas exclure que quelque chose comme ça se produise pour l'Ukraine, par exemple. Ce ne serait d'ailleurs pas forcément une catastrophe pour les États-Unis, qui ont déjà engrangé beaucoup d'avantages. Peut-être que ce serait davantage gênant pour les Européens. Quelles conséquences aurait le retrait des États-Unis du conflit ou presque ukrainien pour l'Europe? Eh bien, de toute façon, l'Europe a perdu, c'est acquis déjà en termes de compétitivité, ne serait-ce que en raison de l'augmentation du coût de l'énergie. Il y a d'autres raisons aussi. De plus, les Européens se sont comportés, ont suivi finalement le mouvement. En tout cas, certains d'entre eux l'ont suivi plus que d'autres, mais le résultat est là. Et les Européens, qui n'ont pas énormément d'instruments à leur main, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme moyen? Des sanctions, qui en grande partie se retournent contre eux, et des promesses d'élargissement, qui sont constamment renouvelées. Ma préoccupation personnelle, c'est que un élargissement à nouveau massif aux pays de l'Est, à l'Ukraine elle-même naturellement, et aux pays des Balkans, va être extraordinairement difficile à absorber pour l'Union européenne sur tous les plans. Donc je crois qu'il se pose une véritable question pour l'avenir de l'Union, l'avenir même de l'Union européenne. Thierry de Montbrial, vous êtes un proche de Henry Kissinger, le légendaire diplomate américain qui a fêté cette année ses 100 ans. Quelle lecture fait-il, d'après vous, de l'évolution du monde et du nouvel ordre mondial qui se prépare? Je crois que la doctrine de Kissinger peut se résumer très simplement. Et ce que je vais vous dire, je l'ai testé directement auprès de lui au mois de juin. Je lui ai dit, est-ce que le résumé que je vais faire, est-ce que vous êtes d'accord? Ce résumé, c'est que pour assurer une certaine stabilité du système international, il faut un équilibre, non pas des forces, tout simplement, mais un équilibre des intérêts fondamentaux entre les principaux pays. Alors ça paraît tout bête de dire ça, mais les intérêts fondamentaux, ça veut dire qu'il faut accepter de laisser une place aux intérêts de pays concurrents, même quand on n'est pas d'accord éthiquement, par exemple moralement, ou quand on pense qu'on pourrait grignoter un peu plus en notre faveur. Et ça, c'est assez facile à dire finalement, mais c'est extraordinairement difficile à faire. Et dans les sociétés démocratiques actuelles, ça se heurte souvent à la résistance des opinions publiques qui s'emballent facilement derrière les idées simples. L'année 2023 a également été marquée par l'accélération phénoménale de l'intelligence artificielle. Y a-t-il une lecture géopolitique de l'intelligence artificielle et de son accélération? Alors, c'est une question fascinante à laquelle tout le monde s'intéresse, y compris à l'IFRI d'ailleurs. Je vous dirais deux choses à ce sujet. La première est générale, c'est que même les grands acteurs de l'intelligence artificielle ont aujourd'hui des doutes et de grandes incertitudes sur l'avenir. J'étais moi-même en Corée il y a une quinzaine de jours, justement dans un milieu qui était extrêmement technologique, et notamment avec M. Altman, qui est le fondateur de ChatGPT, Open Artificial Intelligence, et également le cofondateur d'Apple, et quelques autres. Et ces personnalités m'ont frappé en disant, vous savez, maintenant, on ne peut faire aucune prévision, même à 5 ans. C'est-à-dire à quoi ressemblera notre monde dans 5 ans, nous ne pouvons pas le dire. Et à quoi vont servir, comment vont être utilisées ces technologies, nous n'en savons rien. Et vous voyez ces personnalités qui font partie d'un milieu qui était extrêmement libertarien jusqu'à il y a très peu de temps. Aujourd'hui, ils sont presque demandeurs de régulation, sans trop savoir d'ailleurs ce que ça veut dire, ils disent ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est une considération générale, ce qui veut dire d'ailleurs que tout ce qu'on peut faire comme prévision
en géopolitique classique ou en économie d'ailleurs classique peut se trouver complètement perturbé par le surgissement de nouvelles vagues technologiques. Vous avez fait allusion à ChatGPT, la plupart des gens ont appris ça brutalement sans préavis. Et aujourd'hui, ça change déjà tout le paysage. Bon. La deuxième observation, c'est que, là qui est plus étroitement liée au sujet des relations internationales, c'est que l'intelligence artificielle va permettre une accélération foudroyante de toutes les facettes de ce qu'on appelle la guerre hybride, et en particulier la manipulation de l'information dans le sens le plus large du terme. Donc, nous sommes là véritablement en terra incognita, et ChatGPT est un développement dont il faut répéter que le surgissement inattendu perturbe tout le monde, absolument tout le monde, même leurs géniteurs. Thierry de Montbrial, merci infiniment de votre accueil et de vos réponses toujours très éclairantes. Et à une prochaine fois, nous l'espérons. Avec grand plaisir.